Bienvenue à tout le monde. Bienvenue aussi pour le 3e jour du Festival du Printemps du Podcast. On va commencer cette conférence du coup sur la 7e fonction du langage, très très bien accompagnée, avec d'abord Laura Eisenstein, qui est productrice du studio Ground Control. On a aussi Judith Duportail, qui est autrice, journaliste et productrice de nombreux podcasts, mais notamment On peut plus rien dire, produit par Binge Audio. Et enfin, Anas Daïf, qui est journaliste et créateur du podcast À l'intersection. Bienvenue à tous les trois. Et pour ma part, donc, je suis Romane Fuentes et je travaille chez Acast où je m'occupe des partenariats. Alors j'ai peut-être une première question pour vous deux, qui nous permettra sûrement d'apprendre un peu plus sur vous, sur votre podcast. C'est de savoir, est-ce que votre podcast vous ressemble? En quoi il incarne votre style, votre langue? Dites-nous tout. Vas-y, Anas. Alors, est-ce qu'on m'entend? Je sais pas si... Ah, si on m'entend. Super. Je vais commencer par une anecdote parce que elle me fait beaucoup rire. Il y a peut-être 1 an et demi, je vais sur les avis de Apple Podcast et je vois quelqu'un qui complimente le podcast et qui dit j'aime bien, il n'a pas une voix comme les autres, il a une voix d'arabe de cité. Et je me dis bon, c'est tout ce qu'il a retenu. Et en fait, avec le recul, en continuant la production des épisodes sans changer le ton que j'utilise et le style du podcast, j'ai pris ça comme un compliment. Parce que je me suis dit que... que j'étais proche en fait de certaines personnes qui se sentaient exclues par le podcast. Donc en utilisant mon langage, et même pas que par le podcast, par les médias en général, en utilisant en fait mon langage, ma façon de parler arabe de cité, en fait, j'arrivais à capter des personnes pour qui c'était parfois... le podcast n'était pas forcément une évidence. Donc voilà. Merci. C'est une très belle réponse. Ça me fait penser que moi aussi, j'ai regardé les avis sur Apple Podcast pour On peut plus rien dire. Et il y avait un mec qui avait mis, 1 étoile, je crois, qui avait dit... podcast de gauchiste écrit à l'écriture inclusive, mais bonne continuation quand même. Et j'avais bien aimé le bonne continuation quand même. Mais oui, je pense que l'avantage quand même de faire du podcast, c'est que on peut produire un contenu qui nous ressemble et dans lequel on est totalement soi-même et naturel. Et voilà, enfin moi, du coup, la façon dont je l'écris, c'est les questions que je me pose. La colère que je peux avoir moi ou la rage que j'ai envie d'y mettre, c'est totalement personnifié, quoi. C'est super intéressant ce que tu dis parce que justement nous on est sur prendre sa place et là on est vraiment, on va dire, dans le thème. Nous, quand on a réfléchi en fait à ce thème de prendre sa place, on a un peu fait un état des lieux. On s'est demandé alors quels sont les outils, comment est-ce qu'on va finir par trouver le mode d'emploi pour trouver sa place. Et donc de là, on s'est dit oui, il y a l'environnement, il y a ce qui gravite autour, mais il y a surtout et pour tout, bien sûr, le langage, et c'est ce qui nous intéresse ici et dans le podcast. Et en fait, dans le langage, on oppose souvent l'action avec le langage. Et il y a quelque chose quand même qui est en train de se passer depuis pas longtemps, et surtout avec le podcast. Et donc, cette conférence qui s'appelle 7e fonction du langage, on ne va pas du tout faire un cours sur le langage, mais l'idée juste, c'est de se dire qu'il y a 6 fonctions dans le langage, et il y a aussi une 7e fonction qui a été théorisée dans le livre de Laurent Binet, la 7e fonction du langage, et c'est une fonction qui parle de l'action. Et donc, moi, pour commencer, c'est une question un peu vaste, mais que je pense qui peut être assez intéressante, parce que tout le monde a sa définition du langage, et j'ai envie de vous la poser à vous. Qu'est-ce que c'est le langage pour vous? Pas la définition du Larousse, mais vraiment la vôtre. J'avais dit, elle est vaste, cette question. C'est la façon dont on s'exprime, c'est aussi peut-être la totalité de nos voix intérieures. Moi, dans mon autre podcast qui est Miss Paddle, j'avais complètement construit autour de mon intériorité, mon flux intérieur de pensée. Et je voulais donner accès comme ça à la situation d'angoisse et de détresse que t'es quand t'es sous l'emprise dans une relation toxique. Et avec, donc, par les mots, j'essayais de recréer, c'est que tout le monde se retrouve dans ma situation, quoi, à ce niveau-là. Donc ça va rejoindre ce que tu dis, dans le sens où
avec les mots, on peut faire beaucoup et on peut changer beaucoup de choses. Et ça passe par des toutes petites choses. Là, dans mon travail, du coup, on peut plus rien dire, c'est de l'interview, du talk. Donc, toutes les semaines, on reçoit des personnalités. Et je pense à la délicatesse avec laquelle on peut s'adresser à certaines personnes. C'est pas juste de la politesse, ça permet de porter des actes. Par exemple, on avait reçu la députée Danielle Obono, qui avait été représentée, c'était la une de Valeurs Actuelles ou un de ceux-là, je sais plus quoi, en tant qu'esclave. Et donc, je voulais revenir là-dessus avec elle. Et je me souviens de m'être dit, ne lui dis pas la une, vous représentant en tant qu'esclave. C'est déjà que cette phrase, vous représentant en tant qu'esclave, elle est... je l'ai trouvée cash, quoi. Je pense qu'elle peut déstabiliser. J'avais dit représentant votre personnage en tant qu'esclave. Enfin, j'avais essayé d'atténuer en fait l'offense qu'avait... Enfin, l'offense, c'est même plus qu'une offense, quoi. L'humiliation abjecte que ça représentait. Et ça peut paraître pinaillant, mais en tout cas, moi, c'est vraiment quelque chose auquel je fais très attention dans toutes mes interviews, d'avoir cette délicatesse avec les mots. Parce que ça change énormément de choses, en fait. Même dans la façon dont les gens répondent aux questions, la façon dont les gens se sentent, et la façon dont on montre la considération qu'on a pour eux. Et je vais rebondir sur ce que tu avais dit au départ. Il me semble que c'était au sujet de faire transparaître et montrer toutes ces voix intérieures-là qui s'entrechoquent. Et d'ailleurs, tu l'avais très bien fait qui est Miss Paddle, qu'on a étudié d'ailleurs en école de journalisme. Voilà. Moi, quand j'étais en école de journalisme. Et moi, je rajouterais aussi que c'est aussi porter la voix de personnes, dans mon cas, qui me ressemblent. C'est-à-dire que à travers le langage, je vais utiliser le langage comme un moyen, en fait, de transmettre des expériences, des pensées, des témoignages de personnes qui auront pas forcément peut-être la force ou l'envie de se mettre en avant. Donc moi, ce que je fais, par exemple, ce que je faisais surtout au début du podcast à l'intersection, c'est que donc j'interviewais chaque personne. Par exemple, pour un épisode, je pouvais avoir 15 témoignages et j'allais faire une sorte de compilation. Et le fait d'entendre toutes ces voix différentes, avec des parcours différents, des tonalités différentes, qui s'enchaînent les unes après les autres, en fait, finalement, ça faisait passer à la fois un message unique, d'un côté, et de l'autre, on voyait les nuances. Et pour moi, en fait, dans le langage, il y a ce truc un peu... bon, je vais rentrer un peu dans un truc philosophique, mais il y a cette unicité, mais quand on regarde de façon beaucoup plus, détaillée, spécifique, on voit ces nuances. Et en fait, c'est ces nuances-là, en fait, que j'essaye de faire transparaître, moi, dans le podcast à l'intersection. C'est vrai qu'on l'entend très bien. On sent un peu que tu as comme une urgence de matérialiser toutes ces paroles, parce que ça, déjà, tu le verbalises dans tes titres. Souvent, c'est donner la parole aux musulmans, donner la parole aux jeunes de quartier. Donc, tu viens de le représenter. Donc, comme tu disais, on entend, dès ton générique, d'ailleurs, on entend plusieurs voix. Donc, c'est ancré même dans l'ADN de ton podcast. Du coup, ça me fait penser aussi à la question peut-être de la cible de ton podcast. Est-ce que ton podcast, tu l'as créé, ça sera aussi une question pour toi, Judith, en pensant à une communauté en particulier, où tu t'es dit, en fait, j'aimerais que mon podcast soit compris par plus de personnes. À quel point, du coup, tu t'es dit, je vais faire un langage spécifique, ou est-ce que tu essaies d'être intelligible par tout le monde ? Alors, à la base, moi, quand je me suis lancé dans l'intersection, j'étais en première année d'école de journalisme, et je l'ai fait de façon, je vais être honnête, c'était pour moi, en fait. C'était pour avoir des réponses, et je me disais que il fallait... si ça pouvait bénéficier à d'autres personnes, c'est cool. Sauf que quand j'ai commencé à avoir des retours d'auditeurs à mesure que le podcast grandissait, j'ai compris l'impact que ça pouvait avoir et j'ai commencé à penser aux personnes qui m'écoutent. Donc, dans un premier temps, ça a été les personnes qui sont concernées par les sujets évoqués. Sauf que je voulais pas que prêcher des convertis, parce que à l'intersection, c'est un podcast qui, en 2 mots, raconte les expériences des diasporas nord-africaines, afrodescendantes et asiatiques sur les questions de discrimination et de culture populaire. Et je voulais sortir un peu de la niche. Je voulais sensibiliser les personnes davantage aux discriminations. Donc j'ai commencé à penser à comment je vais pouvoir ramener plus de monde. Ramener des personnes qui ne sont pas sensibilisées. Donc mon discours qui était au départ un peu
trop revendicatif. Et j'ai commencé un peu à le polisser parce que je voulais que les personnes qui écoutent pas, qui ne connaissent pas l'intersection et qui commencent à l'écouter ne se disent pas que c'est un énième podcast militant. J'ai rien contre le militantisme, mais en fait, je voulais que ce soit vraiment une production journalistique pure où on puisse venir piocher en fait des expériences de vie et que ces expériences puissent être pas universelles, mais qu'on puisse s'y identifier, même quand on n'arrive pas, même quand on n'est pas concerné par ces sujets-là. Donc en fait, ça a été plusieurs étapes. D'abord pour moi, ensuite je me suis rendu compte de l'impact que ça pouvait avoir. Donc ça a été pour les personnes concernées. Et ensuite, aujourd'hui, c'est vraiment pour tout le monde. Donc il y a cet aspect encore plus pédagogique. C'est-à-dire que je sais qu'il y a des personnes qui n'ont jamais entendu certains termes ou certains concepts. Donc je vais l'expliquer, le surexpliquer. C'est une question intéressante parce que c'est souvent, je trouve que c'est un grand débat qui a lieu pas mal en ce moment dans le podcast. C'est est-ce qu'il faut s'adresser à notre famille un peu de pensée ou est-ce qu'il faut essayer de s'adresser plus large. Moi, personnellement, mon ambition avec On peut plus rien dire, c'était... l'été dernier, j'étais dans le sud avec des amis d'amis en vacances, etc. Et à un moment, je commence à table, à un dîner, je dis que je suis végétarienne. Et je me retrouve avec... 4-5 personnes que ça agace prodigieusement, dont un mec dont le métier c'est d'être agriculteur, producteur de viande, etc. Donc il le prend un peu personnellement et ils me tombent tous dessus. Au début, je me défends un peu comme je peux et au bout d'un moment, je suis à court d'arguments. Et ce que je voulais faire avec On peut plus rien dire, moi, c'était un peu une base arrière, créer une base arrière où on affûte nos épées un peu et où on parle ensemble, on débat ensemble pour avoir les meilleurs arguments. Après, quand on se retrouve à nouveau tout seul à un dîner avec 5 personnes qui tombent dessus, pour pouvoir argumenter avec les bonnes armes et pour pouvoir convaincre. Moi, c'est comme ça que je l'ambitionne. Et donc, moi, j'ai plutôt l'ambition de parler à ma famille de pensée, qui est, on va dire, les féministes intersectionnelles, ou en tout cas les gens qui ont une sensibilité à ces questions. Ce serait génial s'il y avait d'autres gens au-delà qui nous écoutaient. Mais moi, peut-être que c'est le patron de Binge a une autre ambition. Mais moi, mon ambition, elle est plutôt de parler au nôtre, quoi, au mien. Et je voulais juste rebondir sur ce que tu disais parce que ça m'a fait beau. Ce que tu as dit, ça a résonné en moi. Une des raisons aussi pour lesquelles j'ai créé l'intersection, c'est parce que j'en avais marre que de devenir le référent sur les questions de discrimination raciale autour de moi. J'en pouvais plus. Et ça s'est encore plus senti en fait à la mort de George Floyd, où j'ai eu un tas de conversations. Il y a eu aussi un cas de violence policière à Villeneuve-la-Garenne le 19 avril 2020, pendant le confinement. Pareil, il y a eu le confinement, donc on avait un peu de temps à perdre et les gens venaient en fait discuter pendant des heures avec moi sur des sujets et en fait ça me bouffait mentalement. Il y avait une grosse charge mentale où j'arrivais plus en fait à trouver la frontière entre ma vie personnelle intime et des personnes qui viennent dans mes DM sur Twitter ou Instagram pour me poser des questions. Donc je me suis dit que ça allait aussi être une façon pour moi de me décharger, dans le sens où si quelqu'un a une question, il a un épisode dans l'intersection et je vais pas non plus m'époumoner à expliquer des choses, et ça peut aussi servir à des personnes qui se retrouvent dans des situations comme ça, des débats sur les discriminations raciales et qui vont se dire moi j'ai pas beaucoup de temps, donc va écouter à l'intersection. C'est une sorte d'archive. Je l'ai aussi pensé comme une archive à la fois encyclopédique de connaissances, mais aussi à la fois historique de lutte du monde présent en fait, dans lequel je suis actuellement. Justement, en fait, quand on vous a invité pour cette table ronde avec Romane, ce qu'on trouvait très intéressant, c'est que vous avez le même objectif, mais vous avez vraiment deux approches différentes. Entre autres, moi, ce qui m'a beaucoup marqué, Judith, c'est que tu reprends justement, tu déconstruis un langage qui est très affirmé. Et toi, Anas, tu affirmes justement pour faire exister le langage qui n'est pas encore amené en fait dans le débat, dans la conversation. Comment est-ce que vous êtes à l'aise avec justement ce langage, parce que c'est aussi pas évident. Le langage, ça nous implique nous-mêmes. Donc comment, en impliquant ce public-là, en faisant ce choix-là
cette manière en fait d'appréhender le langage, vous réussissez à tenir ce podcast? Alors, je vais répondre en essayant de ne pas être à côté de la plaque, mais moi, j'ai une relation très, on va dire, horizontale, linéaire avec les auditeurs. C'est-à-dire que je vais apprendre et je vais revomir tout ce que j'ai appris sur le coup dans l'épisode. C'est-à-dire que je n'ai pas une relation de prof à élève. J'admets qu'il y a des choses que je ne connais pas, que j'ai appris pour faire cet épisode-là. Et ensuite, je ne sais plus quelle était la question. C'est en fait ce que je disais, c'est que tu affirmes un langage qui n'est pas forcément, qui n'existe pas, qui n'est pas entendu. Et du coup, comment ensuite toi, en fait, quand tu continues ton podcast, tu arrives finalement à être... Là, tu disais que tu étais dans une relation horizontale, donc tu avais déjà plus ou moins en fait déjà répondu à la question. Mais comment est-ce qu'il y a d'autres choses, toi, que tu vois dans ton podcast? Est-ce que c'est vraiment ça, c'est affirmer? Est-ce qu'il y a d'autres choses, par exemple, que nous on n'avait pas remarqué? Comment est-ce que tu définirais cette approche-là? Je pense que au-delà de la relation linéaire que j'ai, il y a ce truc où j'ai pas la prétention de connaître les sujets en avance. C'est-à-dire que par exemple, on va parler de racisme anti-asiatique, ça a été le sujet d'un épisode. Moi, je m'y connaissais pas du tout. Donc, ce que je fais, c'est que je vais engranger le maximum d'informations et ensuite je vais aller à la rencontre des personnes, voilà. Et je vais, pendant le podcast, je vais le dire, je vais admettre et je vais utiliser des termes comme question de profane. Voilà, je connais pas le truc. Est-ce que vous pouvez m'expliquer? J'ai fait des recherches, mais voilà, j'ai pas trouvé toutes les réponses. Ensuite, ce que je voulais rajouter, c'est que peut-être que c'est une question qui va venir après, mais c'est la proximité que moi j'ai avec certains sujets. Me rend en fait la production de certains épisodes très difficile. C'est-à-dire que je me rappelle pendant un épisode que j'avais fait sur le racisme dans le milieu médical, il m'a fallu 2 mois pour le faire, parce qu'en fait, en engrangeant certaines informations, au moment de la restitution, j'arrivais plus à parler et j'arrivais plus à monter en fait les témoignages. Donc en fait, il y a ce truc où j'ai l'impression que parfois ce langage-là, ce podcast-là, en fait, ils vont me bouffer, en fait. Voilà, parce que c'est des sujets qui sont proches de moi. Donc, en fait, il y a toute cette question de mettre de la distance ou pas, quelle distance mettre avec certains sujets, quelle distance mettre, en fait, avec le langage, quoi. Parce que le langage a un impact aussi sur nous, sur notre santé mentale. Judith, là-dessus. Selon toi, tu as le sentiment que oui, on déconstruit une parole affirmée au sein de « on peut plus rien dire », c'est ça le point de départ de la question? Oui, c'était un peu ça le point de départ. Ouais. Oui, on essaye d'être très vigilant et de décortiquer les rapports de domination à l'œuvre dans la société. Et je repense à un dernier épisode où on a passé un certain temps pour expliquer pourquoi l'expression « te prends pas la tête » était la preuve que tu es dans une situation de domination par rapport à l'autre personne, parce qu'on expliquait que le pouvoir en fait est indolore. Le pouvoir, c'est un confort. D'ailleurs, tu l'expliquais dans un épisode sur la blanchité, c'est que c'est une exemptation, je sais pas si on dit ça. Enfin bref, et que donc quand tu dis à quelqu'un ne te prends pas la tête, c'est la preuve que toi, tu es dans une situation qui est plus confortable que lui ou elle, et que tu l'enjoins à une injonction impossible, quoi. Enfin bref, donc ça me fait penser à... On a passé longtemps pour décortiquer ça. Donc... mais il y a aussi un autre épisode qu'on a fait post-MeToo qui s'appelle « La parole libère-t-elle vraiment ?» qui me fait penser à cette question du langage, où on s'est posé la question à quel point les injonctions à la libération de la parole n'étaient pas une façon de refaire encore porter sur le dos des victimes la responsabilité des agressions qu'elles avaient subies. Donc d'une part, elles avaient déjà été agressées, ensuite il fallait qu'elles se libèrent, comme si c'était à elles de se libérer juste elles-mêmes, et pas à la société de faire un travail d'introspection, et pas aux auteurs de ces actes d'être punis de quelque façon qu'ils soient. Donc oui, c'est des sujets qui nous animent beaucoup, parce qu'avec les mots, on peut faire beaucoup de choses. On le voit, je reprends l'exemple de MeToo. MeToo, à la base, c'est 5 lettres, quoi. Et ça a quand même bouleversé le monde, positivement. Mais ça ne suffit pas. Et c'est un peu trop facile, après, de tout laisser sur les mots ou la parole, je trouve.
il faut qu'après, en face, ça bouge, quoi, dans les sphères de ceux qui ont le pouvoir. Il faut que ça fasse trembler dans ces sphères-là. Et nous, podcasteurs, on peut dire énormément de choses et ça a du sens et ça a de la valeur. Et porter les paroles de personnes qui n'ont jamais la parole comme tu le fais, c'est beau, c'est fort, c'est puissant. Mais on le fait pour une raison, on le fait pour qu'en face, ça tremble et ça bouge. Si on le fait et que personne n'écoute, bon bah, on peut continuer pendant 50 ans, quoi. Et c'est vrai que c'est quelque chose que vous réussissez très bien tous les deux, un peu de faire éclater les murs porteurs, si je peux me permettre cette image. Mais toi d'ailleurs Judith, c'est vrai que tes titres, c'est ce que j'aime bien beaucoup aussi, c'est qu'ils sont très explicites, ils sont très radicaux aussi. Par exemple, suffit-il de donner un pourboire pour laver notre conscience? C'est vrai que c'est des titres qui marchent. Pour Deliveroo. Ouais, pour Deliveroo. On avait aussi faut-il exclure les hommes de la politique? Donc c'est vrai que c'est des questions qui a priori peuvent un peu surprendre, ça peut faire peur aussi. Mais pourquoi avoir fait ce choix? Du coup, qu'est-ce qui était important pour toi dans cette volonté justement d'affirmer quelque chose de radical dès le titre? Il y avait un but d'être un peu espiègle, d'avoir une approche un peu espiègle des débats de société. Il y avait aussi, on se moque aussi de nous-mêmes, hein. Il y avait aussi êtes-vous woke ou êtes-vous juste pénible, d'avoir cette approche-là qui nous permettait aussi de dédramatiser les enjeux et puis d'aller toucher un peu où ça fait mal. Genre le pourboire Deliveroo, c'est une question que je me suis posée moi-même. Parfois, je le fais plus, enfin, j'essaie de plus jamais le faire. Mais parfois, quand tu as un moment de faiblesse et que tu fais appel à ces services et que tu dis, bon, je donne un gros pourboire comme ça, on va dire, les compteurs sont à zéro. Oui ou non, en fait, la question, elle se pose. Est-ce que, en fait, la question, elle se pose vraiment. Est-ce que tu es complice des services ultra-capitalistes, voire esclavagistes que tu emploies, parce que tu les emploies? Je trouve que cette question, elle a vachement de sens, en fait. Donc, on voulait aller aussi être un peu sniper, quoi, aller droit au but. Et vous avez eu des retours de personnes qui, par exemple, jugeaient, enfin, qui étaient dans justement toutes ces choses-là de woke, ou qui disaient, bah non, qui étaient contre le fait d'être végétarien. Vous avez eu des retours, justement, d'un public qui n'est pas celui qui était attendu? Oui, parfois, oui, bien sûr. Il y en a toujours qui viennent râler, ouais, qui viennent, mais c'est plus, oui, bien sûr, il y en a toujours, ouais. Après, je pense qu'il y a plein de retours positifs aussi. Par exemple, je pense, enfin là, je vais t'en faire un du coup. Le guide que vous aviez publié pour justement survivre aux fêtes de famille, je trouve ça génial parce que du coup, ça donne un langage, mais du coup, des clés vraiment pour rester dans le réel et justement créer des ponts un peu aussi entre le théorique, décentrer un peu tout ça. Et justement, quand on arrive face à des gens qui sont de notre communauté, mais finalement de qui on s'est peut-être un peu éloigné aussi, donner des armes pour justement rééquilibrer les débats. Et j'imagine, tu parlais de ça tout à l'heure, Anas, tu disais que parfois, de toi, de travailler sur tout ça, ça te coupait la parole. Du coup, j'aimerais bien qu'on explore peut-être un peu plus ces questions-là. Quels effets ces paroles ont eu sur vous, au quotidien peut-être? Moi, m'ont permis de prendre conscience de toutes les discriminations qui peuvent exister et qui me concernent pas moi-même, et je me suis dit mais en fait il y a du boulot, parce que au départ moi je m'arrêtais seulement à ma condition à moi d'homme arabe musulman, et en voyant les expériences de discrimination d'autres communautés, d'autres diasporas en France, ça m'a un peu coupé l'appétit, c'est le cas de le dire. Mais aussi en me plongeant en fait dans toutes ces questions-là de façon très détaillée, en m'intéressant à l'histoire, à la sociologie, il y a eu comme une forme de pessimisme qui à un moment a voulu que j'arrête le podcast. Honnêtement, ça a été un questionnement pendant longtemps, parce que je me suis dit, est-ce que je préserve ma santé mentale ou est-ce que je sacrifie mon corps sur l'autel du podcast, en gros. Voilà. Et finalement, en voyant l'impact que ça avait, en voyant que ça pouvait inspirer même des jeunes, je me suis dit que mon podcast, c'est une chaîne, le maillon en fait d'une chaîne d'autres projets journalistiques, militants, de lutte, et qu'en fait je pouvais pas briser ce maillon-là, en fait. Je pouvais pas, parce que il a déjà commencé à faire sa place, et qu'en fait, il y avait des personnes qui comptaient là-dessus. Donc à ce moment-là, je me suis dit, bon, écoute, même si tu vas mal dormir la nuit parfois,
c'est pas grave parce qu'il faut penser lutte, il faut penser collectif, et c'est ça qui est important pour moi aussi dans le podcast, c'est cet aspect collectif de transmission, on est ensemble, on est dans le même bateau, vous inquiétez pas, il n'y a pas un seul commandant de bord. Bon, pour l'instant je suis seul dans l'intersection, mais j'aimerais bien avoir une équipe, mais vraiment il y a ce truc de on va tous transmettre ensemble autour de nous des informations pour, moi ce que je dis souvent, décoloniser notre esprit. Et alors, est-ce que tu penses, justement, parce que là on parlait, et Judith, tu le disais tout à l'heure, tu disais voilà, on fait du podcast, mais après il va falloir y aller, il va falloir être dans l'action. Et je trouve que ça rejoint ce que tu dis, Anna, c'est du coup, c'est quoi l'étape d'après le podcast? Est-ce que là tu dis oui, on aimerait bien justement que c'est un maillon en fait le podcast, donc ça fait partie, on va dire, des piliers pour passer à l'action. Est-ce que finalement l'avenir du podcast, c'est pas la réunion de ces communautés? Est-ce que c'est pas encore plus justement de retrouvailles en public, d'organiser en fait autrement? Mais moi, je le vois de plus en plus. Moi, je parle en termes, enfin, de tous les collectifs de lutte antiraciste. Je vois le rapprochement en fait qui est en train de se faire de plus en plus. Je pense par exemple à un festival qui avait eu lieu en octobre qui s'appelle les Chichas de la Pensée, et ça a été une sorte de foisonnement d'idées en fait qu'on n'entendait pas forcément sur les questions du racisme, du sexisme, du classisme, voilà. Et je le vois en fait dans tout un tas de réunions qui commencent à se créer, des collaborations aussi qu'on propose aujourd'hui. Par exemple, j'avais fait il y a un an un podcast, un épisode avec les enfants du bruit et de l'odeur. Là, par exemple, j'ai 2 projets de podcast avec lesquels je vais faire en fait un épisode, et je vois qu'en fait déjà on se réunit de plus en plus, même juste autour d'un café par exemple, ou même dans le cadre d'un événement associatif. Mais je vois aussi que même nos communautés commencent à se réunir, et on commence à voir, on constate en fait que on a pas mal de lecteurs en commun. Donc on voit qu'il y a quelque chose, en fait il y a des ponts qui commencent à se créer, que ce soit au niveau des auditeurs ou au niveau aussi des podcasts en eux-mêmes. Et je pense que la prochaine étape du coup, après toutes ces réunions-là, peut-être que ça va être un engagement politique pour certains, peut-être que ce sera la création de revues pour d'autres, ou peut-être que ce sera juste rester dans le podcast, et c'est très bien aussi, parce que le podcast peut créer aussi des vocations chez certains. Moi, je pense que nous, les podcasteurs engagés, on est un bataillon dans l'armée culturelle, enfin dans la bataille de l'armée, dans la bataille culturelle qui se mène dans la société pour. Enfin, on le voit dans les débats d'idées qu'il y a dans notre société aujourd'hui. Il y a plusieurs visions du monde qui s'affrontent très violemment. Et il y a plusieurs concepts qui sont. Il y a une vraie bataille pour pouvoir imposer ces concepts dans l'espace médiatique ou dans l'espace public. On voit Sandrine Rousseau quand elle a fait campagne pendant la primaire écolo, qui a réussi à parler d'écoféminisme à la télé, par exemple. Je crois que c'est la première fois peut-être qu'on entendait parler, alors qu'on n'arrêtait pas d'entendre parler de grands remplacements. Et moi, je me vois à mon petit niveau avec mon petit podcast essayer de pousser pour que ces concepts-là, ils grandissent et ils touchent de plus en plus de monde et ils fassent leur place dans le cerveau des gens. Et pour moi, l'étape d'après, c'est la politique, en fait. Alors après, c'était pas forcément à nous d'aller devenir député ou président, mais en tout cas, que nos concepts, on les pousse auprès de ces personnes-là et qu'ils fassent leur empreinte. Et je pense qu'il faut vraiment le voir comme une guerre, en fait, mais une guerre d'idées. En fait, on plante des graines. Voilà, on plante des graines. On plante des graines, on balance des concepts comme racisme systémique, blanchité, écoféminisme. C'est ça. Et voilà, et même, enfin, au final, ça finit par rentrer. Et peut-être que nous sommes juste un peu les petites fourmis ouvrières, voilà. Et en fait, on va pousser la reine, et c'est elle qui ira au charbon. C'est qui votre reine? Je ne sais pas encore. On verra. Je pense qu'on va pouvoir passer aux questions. J'ai juste peut-être une dernière question, parce qu'il faut quand même rappeler, du coup, la thématique principale de ce festival, c'est prendre la place. Judith, du coup, tu nous dis qu'on ne peut plus rien dire. Si tu avais, du coup, quelque chose à dire pour aider les gens à prendre leur place, qu'est-ce que tu leur dirais? J'ai pas envie de faire un discours développement personnel à l'américaine, en mode crois à tes rêves et tout est possible.
prendre sa place, c'est facile. J'ai ramené un bouquin. Parce qu'un des livres qui m'a le plus marqué sur cette question de prendre sa place... Pardon, attendez, j'aurais dû mieux m'organiser. Comme ça, vous pouvez penser à des questions pour après. Voilà. Et je voulais vous lire un extrait. Attends. Un petit peu réponse. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à des personnes qui voudraient prendre leur place? Ah bah, Rokhaya Diallo, voilà. Bah allez. Je voulais lire un extrait de ce bouquin de Rokhaya Diallo qui a, entre autres, ses 1000 activités, un super podcast qui s'appelle Kiffe ta race. Et elle explique qu'une des choses pour réussir à prendre sa place, c'est de se départir de la honte qu'on nous a inculquée, probablement à toute personne dans la société qui est un tout petit peu en dehors des carcans de genre ou de tout, enfin toute personne qui ne correspond pas parfaitement à la figure de l'homme ou de la femme parfaite. Elle écrit: la fierté est la réparation symbolique de l'oppression et de la marginalisation. Lorsqu'on appartient à un groupe minoré dont la valeur est niée, on doit compenser cette dépréciation systématique en arborant sans complexe ce qui pourrait être une source de malaise en vertu des normes sociales en vigueur. Ainsi, il n'y a aucune raison de revendiquer... Pardon, je m'arrête là. Et cette phrase, la fierté et la réparation symbolique de l'oppression et de la marginalisation, je la trouve extrêmement percutante, extrêmement belle. Et je trouve que la porter en soi, c'est comme avoir un point américain dans la main, quoi, en disant, tu sais quoi, je vais être fière et je vais porter très haut ce que tu penses, ce que la société me dit, dont je devrais avoir honte. Alors, une fois que j'ai dit ça c'est mon côté développement personnel à l'américaine, j'ai envie d'assombrir un peu le tableau en disant que je pense que c'est un mythe de penser qu'on va trouver sa place et qu'on sera tranquille. Moi, j'ai longtemps cru ça dans mon métier de journaliste, d'autrice, de podcasteuse, où je me disais, quand je serai à tel niveau, je vais souffler. Quand je serai à tel niveau, je vais souffler. Et en fait, ma place, j'ai l'impression que je ne l'ai toujours pas trouvée. Parce que c'est une économie extrêmement précaire, parce que c'est un milieu extrêmement concurrentiel, parce que les podcasts, là, c'est hyper dur d'en vivre, même quand tu es dans un grand studio de podcast, même dans un studio de podcast, que tu n'es pas autoproduit, et qu'après, il y a des questions d'audience, qu'après, il y a des questions de pub, machin, sponsorisé, et qu'il suffit de rater un truc dans l'univers dans lequel on est pour que Télérama te fasse une sale critique et qu'après, tu sois plus considéré comme bankable. C'est quand même un milieu de requins. Enfin, je suis désolée, mais je veux être sincère aussi. Et donc, ma place, moi, plus ça va, plus je me demande où elle est. Mais bon, je reste fière, comme dirait Rokhaya. Merci beaucoup. C'est une question hyper ironique, parce que moi, j'ai même pas encore trouvé ma place. Je tente de la trouver encore. Hein. Moi, j'ai commencé le podcast, là, il y a 2 ans. Je sors à peine d'école. Je dirais que moi, en tout cas, je pense que de mon vivant, les personnes comme moi trouveront pas forcément leur place hyper facilement. Je pense que notre rôle, notre génération actuellement, c'est de penser à comment les futures générations vont trouver leur place. Moi, je pense en termes de temporalité. Peut-être ça, c'est mon côté un peu lutte antiraciste. Quelle stratégie essayer de trouver pour un monde meilleur? Et moi, c'est pas tant penser à comment je vais trouver ma place, mais plus à comment, quelle stratégie mettre en place pour court-circuiter le système et aider les prochains, en fait, à trouver leur place. Et en fait, c'est vraiment sortir d'une vision, une vision hyper individualiste pour penser collectif. Et en fait, comme je crois que je l'ai dit tout à l'heure, moi, à l'intersection et tous les travaux que je fais, je les pense pas. Au départ, je les pensais pour moi. Quand je suis sorti de cette vision-là, j'ai vraiment commencé à les penser pour tout le monde. Et j'ai arrêté de penser aux conséquences que ça pouvait avoir pour ma santé mentale, même s'il y a ces petites voix encore aujourd'hui. Mais voilà, pour moi, c'est plus penser à la future génération plus qu'à aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est fichu pour moi. Merci beaucoup. On va pouvoir passer aux questions. On va avoir le temps pour, je pense, 2 petites questions. Est-ce que les personnes en ont? Elles peuvent venir auprès de ce micro, juste ici. Aucune question? C'est intimidant un peu de venir, mais on l'a tous fait. Merci.
Merci pour ces discussions. Vu que le thème, c'était justement le langage et que toi, Judith, je connais moins ton travail, mais je sais que tu as à la fois écrit un livre et fait un podcast. Je me demandais justement, qu'est-ce que tu trouves qu'on peut raconter différemment par un médium ou l'autre? Est-ce qu'il y a un langage spécifique à l'audio? En plus, tu as fait des projets très différents, entre... on ne peut plus rien dire, c'est très différent de tes projets précédents, mais voilà, est-ce que tu trouves qu'il y a quelque chose dans le langage de spécifique à l'audio qu'on ne pourrait pas ou différemment dire à l'écrit? Merci pour ta question. Oui, c'est vrai que j'ai oublié de dire que j'avais écrit 2 bouquins, L'amour sous algorithme et Dating Fatigue. Pour moi, la spécificité du podcast, c'est qu'on peut se permettre d'écrire comme dans un livre, justement. C'est ça que je trouve, c'est ça que j'adore, moi. Que pour moi, le podcast et les livres, en fait, c'est pas si différent. D'ailleurs, Miss Paddle, mon podcast, après, il a été adapté en bouquin. Et il y a plein de passages qu'on a gardés tels quels. En tout cas, moi, dans ma façon d'écrire, qui est un peu parfois assez orale, assez directe, c'est pour ça que j'adore, et c'est pour ça que je déteste la télé. Parce que la télé, tu n'as pas le droit d'employer des mots compliqués, machin, faut des phrases avec 20 mots, pas 20 mots, faut pas employer plus de 20 mots différents de vocabulaire et tout. C'est l'enfer, quoi. C'est alors que le podcast a le droit de faire des phrases longues, tu peux utiliser des mots compliqués, entre guillemets. C'est ça que, pour moi, c'est... Et d'ailleurs, je trouve que quand on écoute un podcast et qu'on est emmené dedans, un podcast narratif, peut-être plus qu'un podcast de talk, mais quoique, c'est la même sensation que tu as d'être connecté à tes frères et sœurs humains que quand tu lis un livre qui te bouleverse, selon moi. Pour moi, ça a le même effet d'apaiser mon âme. Bonjour, vous êtes 2 journalistes, podcasteurs, militants, donc qui avaient une place assez forte dans ce que vous faites. Est-ce qu'il y a la place aussi pour des podcasteurs qui n'auraient pas ce côté militant? Du coup, comment prendre sa place en tant que podcasteur quand on n'a pas un sujet aussi fort que le vôtre? Est-ce que c'est possible? Je ne sais pas. Moi, je pense que... pardon. Vas-y. Ouais. Moi je pense que oui, mais il faut avoir du coup une passion, faut avoir quelque chose à dire de fort, donc c'est pas forcément, selon moi, c'est pas forcément politique ou militant, mais il faut du coup peut-être, je sais pas, si c'est une passion des animaux, je sais pas, de la cuisine ou des trains, vu qu'on est au Grand Contrôle, mais je pense qu'il faut avoir un message fort à porter, qu'il soit militant ou autre chose. Je pense que ce que le public a aimé dans le podcast, et tant mieux d'ailleurs, parce que ça a fait se rendre compte aux vieux Red Chef coincé, qu'une parole inédite, engagée et passionnée intéressait l'audience plutôt que de recopier ce que tout le monde faisait. Genre, ils avaient besoin qu'on leur prouve ça. Et donc, je pense que, selon moi, et ce que disent les études des raisons du succès du podcast, c'est un propos sincère, engagé, mais pas forcément politique, et qui soit, inédit. Et je pense aussi que... même si on ne va pas forcément traiter de thématiques très fortes, il y aura toujours des personnes qui seront intéressées. En fait, c'est juste une question de forme et de fond, en fait. Et je pense qu'il n'y a pas besoin forcément d'être engagé pour se lancer dans le podcast. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde maintenant. Quand je dis il y a de la place pour tout le monde, je ne dis pas qu'il y a de l'argent pour tout le monde. C'est différent, mais avec un micro. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé, avec un micro dans mon salon. Je suis encore parfois dans mon salon, mais à partir du moment où on a un message et qu'on est passionné et que on n'a pas l'argent en ligne de mire, franchement, on peut le faire. Merci beaucoup. Ouais, j'écoute un podcast d'une Anglaise sur les bateaux de croisière. Et c'est un truc de geek total sur les bateaux de croisière. Et moi, j'adore écouter ça, ça me détend. Donc, comme quoi, il y a plein de choses. Super. Merci beaucoup. Merci vraiment. Le festival du podcast, c'est pas du tout terminé, puisque ça continue ce soir et ça continue demain. Ça va se passer au Pas Perdu, juste après, avec l'enregistrement du podcast Oh Wow de Léo Tremen, podcast sur la culture queer. Et le sujet, c'est ne pas s'excuser d'être qui on est. Merci à tous et bon festival. Oui.